Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, qui va passer une étape avec la partie artistique, à la suite d'une visite au musée de Montmartre avec ma camarade Kiomba, pour une exposition consacrée au surréalisme, au féminin. Une belle exposition et beaucoup d'œuvres, un peu trop, voilà, dans un petit espace, mais bon, c'est une découverte en fin de compte, parce qu'on parle toujours des surréalistes masculins, les Bretons et compagnie, que Frida Kahlo n'aimait pas trop, elle les qualifiée de révolutionnaire du flore, voilà, elle n'avait pas tout à fait tort. Moi, c'est ce qui me gêne aussi dans le surréalisme, c'est le blabla, le blabla, le blabla, mais enfin bon, ça va, quoi, peut-être qu'en en littérature, il y a quelque chose qui sont intéressantes, mais pas en art, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, pour les mecs. Pour les nanas, il y a quelques pièces qui étaient intéressantes. Moi, je suis un peu freiné par mon anti-intellectualisme primaire, mais bon, voilà. Ouais, en fait, exactement. L'intérêt de cette exposition, c'est de nous faire rencontrer toutes ces femmes qui ont participé à ce mouvement et qui ont été, pour plein, complètement invisibilisées, oubliées. Donc, on part du surréalisme. Alors, le surréalisme, c'est le manifeste d'André Breton en 1924, cette tentative de changer la vie. Ce mouvement qui est né après la Première Guerre mondiale, donc un mouvement de révolte contre la société, un mouvement qui va se tourner vers le rêve, l'imagination, la folie, l'inconscient. Et au départ, c'est effectivement quand même un mouvement très masculin, parce qu'en plus, qui s'inspire énormément de Freud et du Marquis de Sade. Donc, la place de la femme avec ces deux penseurs est quand même pas à ce qu'on attendrait du mieux de la vision qu'on peut avoir de la femme. Donc, en fait, sur ces femmes surréalistes, on va pouvoir distinguer quand même trois générations. Il y a cette première génération qui est au départ dans les années 30, et là, les femmes de ce mouvement sont plutôt les compagnes des surréalistes, comme la première femme d'André Breton, comme Gala, qui est la première femme d'Éluard. Et donc, ce sont des femmes qui sont peu créatrices, qui sont plus préoccupées par l'émancipation des femmes. Ensuite, on va avoir une deuxième génération de 1930 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'on va avoir des femmes qui sont artistes, créatrices, qui vont rentrer dans le mouvement, comme Meret Oppenheim, Léonore Fini, Leonora Carrington, Claude Cahun, Frida Kahlo, et d'autres encore. Et ensuite, une troisième génération, donc après la Seconde Guerre mondiale, où là, elles ont complètement leur place, et où même André Breton va les soutenir. Et donc, pour se contrer le langage masculin qui a été créé par ces hommes de mouvement, elles vont inventer un langage propre à elles, en passant par l'ésotérisme, avec des œuvres énigmatiques qui ont un caractère magique. Elles vont faire des portraits, des autoreprésentations. Elles vont dessiner le monde animal, les hybridations, le pouvoir de la nature. La sculpture aussi. Et la sculpture. Et donc, en fait, à peine entré dans cette salle d'exposition du musée de Montmartre, on est accueilli sur la gauche par un panneau mural qui regroupe le nom de, je dirais, peut-être plus de 70 femmes artistes, et chacune est présentée par une photo qui la représente et une de ses citations. Et ce que j'ai apprécié, c'est que là n'est pas du tout mentionné leur compagnonnage amoureux au sein du groupe des surréalistes. Donc elles sont vraiment, elles, en tant que femmes artistes. Et toutes ces femmes artistes surréalistes, en fait, ont effectivement pratiqué plein de techniques différentes. Elles ont certaines peintres, elles ont fait de la sculpture, de la photographie, elles ont travaillé sur des objets, elles ont fait de la broderie, des collages, elles se sont exprimées par la danse, par le cinéma, et voilà. Et tout un moment de leur vie ont approché le surréalisme. Et elles sont pas forcément restées dans le mouvement. Par exemple, même Léonore Fini, qui a côtoyé un peu ce mouvement, s'est toujours défendue d'être une surréaliste. Comme Frida Kahlo. Voilà, tout à fait. Et donc, à travers cette déambulation, que les commissaires d'exposition ont imaginé un peu comme un parcours
qui sera un parcours privé chez un collectionneur. Hein. Le musée de Montmartre, ce sont des petites salles, les œuvres sont des œuvres de taille plutôt petite aussi. Oui, petit. Voilà, on a un accrochage qui est plutôt thématique et qui n'est pas chronologique. Et donc l'exposition rassemble environ 150 œuvres d'une cinquantaine d'artistes qui vont entre les années 1930 et 2000. Donc bien après même la dissolution du mouvement qui est de 1969. Et donc ces femmes, pour la plupart, sont méconnues, ont plutôt été oubliées parce qu'elles ont largement pourtant contribué à faire connaître ce mouvement. Et c'est leurs œuvres qui étaient tombées aux oubliettes, qui ont été disséminées un peu à droite, à gauche. Et donc, il a fallu que les commissaires d'exposition fouinent et aillent voir dans les collections privées pour dénicher une partie des œuvres exposées. Et si ces femmes n'étaient pas passées par le surréalisme, en fait, leurs œuvres seraient encore aujourd'hui complètement inconnues. Elles ont pourtant été, à cette époque-là, elles ont été prolifiques, elles étaient présentes dès le début dans les expositions, dans les catalogues, mais elles n'ont pas été soutenues par les historiens universitaires, par le marché de l'art, ni par les critiques, ni par les galeries. Voilà. Et pourtant, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Breton les a défendus. Oui, mais il les a défendus presque à la fin de sa vie et du surréalisme. Ouais. Oui. Et ce qui est important de préciser, c'est en plus que ces femmes, pour certaines, n'auraient même pas voulu être exposées sous cette bannière de surréalisme féminin. Elles ne voulaient pas du tout être rassemblées dans une exposition en fonction de leur genre. Elles étaient avant tout des artistes surréalistes. Elles ne voulaient pas du tout être réduites à leur identité féminine. Et donc elles étaient aussi toutes écrivaines et poétesses, effectivement, vu que leur art était nettement moins recherché et acheté. Beaucoup passaient par l'écriture, et même par exemple Toyen, qui a eu une exposition au musée d'art moderne l'année dernière, se disait pas peintre, elle se disait avant tout poète. Voilà. Et donc, ce travail, l'écriture, c'est un travail qu'elles privilégient. Et donc, elles veulent sortir, ces femmes vont vouloir sortir de leur rôle de muse, de leur rôle de fantasme, de femme-enfant qu'on voit dans les œuvres de leurs homologues masculins. Elles en ont assez d'être regardées comme des objets de désir, d'être idéalisées, érotisées. Elles vont plutôt caricaturer tous ces clichés, et elles sont effectivement talentueuses, indépendantes d'esprit, éprises de liberté. Elles sont très cultivées. On voit ça quand elles travaillent, par exemple, je sais plus si c'est Leonard Carrington qui travaille sur qui a une culture sur les mythologies celtiques, et donc qui va travailler sur des monstres, des créatures hybrides, et on voit qu'elle est vraiment imprégnée de des légendes celtiques. Enfin, elles sont vraiment très cultivées, quoi. Et donc, elles vont se réapproprier leur image, elles vont jouer beaucoup aussi avec le genre, comme par exemple Léonore Fini qui va aimer inverser les rôles. Donc, dans ses peintures, elle va voir, c'est l'homme qui va être plutôt allongé, dans une position passive, qui est soumis au regard de la femme. Et elles interrogent aussi les attentes de la société vis-à-vis des femmes, du mariage, des enfants, comme par exemple Dorothée Tenning, qui va peindre un mariage et qui va se moquer, enfin qui va pas du tout idéaliser ce mariage. Et donc c'est quand même un travail, c'est une recherche vraiment passionnante et intéressante. Et à la fin de leur vie, donc certaines vont vraiment souvent quitter même le surréalisme. C'est même un acte surréaliste pratique de quitter ce mouvement, et elles vont aller vers l'abstraction, alors que les hommes, eux, restent vraiment dans la figuration. Et par exemple, Yann Le Toumelin, elle va vraiment faire des œuvres à l'après qui vont être abstraites. Ce sont des femmes qui voyagent énormément, qui vont aux États-Unis, qui vont au Mexique, enfin, et des noms qui nous sont, enfin moi qui m'étaient complètement effectivement inconnus, comme Hélène Agar, Marion Adams, Suzanne Van Damme, Claude Cahun, Toyen. Alors on connaît Dora Maar, on connaît Lee Miller, il y a Meurette Oppenheim, enfin voilà, il y a plein de femmes à découvrir qui ont vraiment marqué ce mouvement, quoi. Oui, mais encore une fois, elles ne sont pas issues de milieux populaires, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est quand même, encore une fois, un mouvement bourgeois. Ah bah oui, complètement. Et moi, alors, ce qui est effectivement cette exposition, elle est quand même dense, et dans la mesure où on découvre complètement et ce travail et ces artistes, il y a presque trop de choses, enfin trop de. Oui. Oui, c'est un fourmillement parce qu'il y a plein de petits formats, même des très petits formats. Voilà, c'est. Oui, c'est un petit peu difficile à suivre, surtout si
on fait ça en une seule visite. Moi, je pense que ce genre d'exposition nécessiterait plusieurs visites. Bah, elle nécessiterait aussi, moi j'ai vu en travaillant là sur l'émission, j'ai regardé un doc qui était passé sur Arte en 2019 qui parle de cinq artistes. Il y a Murray Oppenheim, Leonore Fini, Leonora Carrington, Claude Cahun. Je sais plus après. Et donc en fait, ça m'a permis de rentrer un peu dans leur vie, dans leur travail. Et en fait, si j'avais vu ça peut-être avant, c'était plus intéressant. Je pense que c'est peut-être une exposition qui mérite de s'y intéresser en amont. Ouais, pour essayer pour faire un peu connaissance avec ces artistes, qui elles sont, comment elles travaillent. Et donc c'est pareil, il y a plusieurs... il y a une chaîne qui s'appelle Les Culturels, où là, il y a une jeune femme qui effectivement raconte un petit peu ce surréalisme féminin. Et c'est vraiment... quand on a ça en tête, en fait, je pense qu'on profite nettement mieux des œuvres, on les comprend mieux, sur ce qu'elles ont voulu signifier, sur voilà, tout ce qui peut aller avec ça. Parce que moi, je trouve que les œuvres sont souvent... Elles manquent un peu elles me laissent un peu sans émotion, en fait, si on les intellectualise pas, effectivement. Tout à fait. Oui, non, c'est... D'ailleurs, le surréalisme nécessite pas de procurer de l'émotion au regardeur. Hein. C'est vraiment... Ça se passe dans la tête, ça se passe pas dans le ventre. Voilà. Et les peintres surréalistes de ce mouvement féminin, elles ne dérogent pas à cette règle de... Voilà, c'est purement intellectuel et il n'y a pas vraiment de vibration, on ne ressent pas d'émotion, on n'a pas de choc, même visuel, parce que tout ça se brouille un peu dans la tête quand on a quitté l'exposition. Enfin, moi, c'est mon cas. D'ailleurs, je n'ai pas consacré autant de temps que ma camarade à essayer de... Alors qu'elle ne voulait pas y aller, mais enfin, elle y restait quand même beaucoup plus longtemps que moi, à essayer de comprendre ce que je considère un peu comme un galimatia d'œuvres. Voilà. Non, c'est pas que je nie l'intérêt de ce travail d'artiste féminine, ça veut un peu rien dire hein, maintenant, artiste féminine ou masculine, parce que c'est pas du tout une peinture où on peut penser que ce sont des femmes qui l'ont réalisée, parce qu'il y a des choses par exemple, ce peintre-là belge, qui faisait ceci est un chapeau, ceci est une... Magritte. De Magritte, voilà. Il y a Magritte, il avait la même, le même tempérament que pas mal de ces femmes de cette exposition. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles vont mettre dans leurs œuvres justement pour critiquer cette société qui est quand même aussi masculiniste. Enfin, et ça, il faut prendre le temps en fait de le comprendre, je pense. Oui, mais critiquer, si tu veux, l'espèce de domination masculine dans ce domaine artiste, dans le domaine de l'art, ou peu importe, de la littérature, etc., de la musique, c'est pas ce qui fait une œuvre, à mon avis. On peut pas être dans la contestation, la création, si tu veux. Enfin, c'est un point de vue purement qui m'appartient en propre. C'est que c'est pas la contestation qui fait l'œuvre, quoi. Il y a autre chose que... C'est au-delà de toutes ces choses, de toutes ces manipulations intellectuelles. Et par exemple, il y a certaines, je pensais à Lee Miller et à Claude Cahun, qui elles ont aussi un engagement quand même politique. C'est-à-dire qu'on connaît Lee Miller, on en avait déjà parlé, hein, qui est quand même mannequin, qui travaille chez Vogue et qui, au moment de la guerre, va devenir reporter de guerre quand même, aller sur le front. C'est un engagement où elle risquait effectivement, où elle risquait sa vie. Et Claude Cahun, par exemple, elle, c'est pareil, elle va faire de la résistance et elle sera emprisonnée par les nazis. Bon, elle sera libérée à la fin de la guerre, elle s'en est plutôt bien sortie. Mais voilà, il y a quand même certaines femmes qui ont aussi cet engagement politique. Sauf que j'avais un truc qui me tarabustait là, c'est passé comme sur cette histoire de création artistique. Oui, je relisais ces jours-ci, enfin hier, dimanche ou un truc comme ça, un gros catalogue de Cobra qu'on était allé voir, je ne sais plus où, là, dans la Pampa. Et dans ce mouvement Cobra aussi, qui par certains côtés
peut s'apparenter au surréalisme, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, quoi. C'est pourtant un mouvement plus moderne, plus contemporain, mais je regardais, les femmes, on les compte vraiment sur les doigts d'une main, quoi. Voilà, l'important, c'est un mouvement quand même d'une certaine importance artistique, mais voilà, et encore aujourd'hui, dans les expos qu'on peut aller voir, etc., la part de la création féminine me semble un petit peu toujours à la marge. Donc là, effectivement, ce qu'on peut saluer, c'est quand même tout ce travail de retrouver toutes ces femmes et d'avoir retrouvé aussi une partie des œuvres, quoi. Ça, c'est vraiment important. Après, effectivement, ce que je redis, c'est qu'il faut mieux peut-être avoir une petite préparation, commencer à s'immerger un peu à l'avance sur qui étaient ces femmes. Le fait de déjà regarder des vidéos, de les voir travailler dans leurs ateliers, ce que j'ai vu pour Murray Oppenheim par exemple, ou voilà, ça c'est Léonore Fini, enfin, parce qu'aujourd'hui les tableaux de Léonore Fini se vendent très très cher. Hein, Elle n'a pas fait l'illustration aussi, oui, elle a fait l'illustration, effectivement. Et elle jouait beaucoup. En fait, pour elle, le surréalisme, c'était aussi toujours jouer avec. Elle se mettait énormément de déguisements, elle mettait des masques. Enfin, il y a vraiment tout ce travail. Elle jouait beaucoup sur son aspect physique. Elle se travaillait comme, le surréalisme. Elle le portait aussi en elle. Elle avait une vie très très indépendante. Enfin, non, elles sont intéressantes, hein, ces femmes. Et Meret Oppenheim, alors elle a une œuvre qui l'a fait connaître, c'est un déjeuner en fourrure. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est une tasse à café avec une tasse sur une petite soucoupe. Tout ça, c'est en fourrure avec la petite cuillère. Apparemment, c'est une œuvre qui valait énormément. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces femmes étaient souvent artistes avant de rentrer dans le mouvement surréaliste. Hein. Elles ont continué donc après. C'est pour ça qu'elles sont vraiment des artistes à part entière, quoi. Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gala, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Je viens d'un au-delà, au souvenir brumeux d'une étoile angora, d'un chaos ténébreux. J'étais l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille d'un seul lupanar impossible. Moi l'eau du paradis, l'encre des galaxies. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Et je fais de mon mieux pour n'avoir l'air de rien, pour oublier les cieux, les antres souterrains. M'adapter au logis, très abracadabrant, qui me fut imparti de chair, d'os et de sang. Moi l'eau du paradis, l'ocre des galaxies. Je fais un genre humain. 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 Je fais un genre.
pas, j'apprendrai bien les rites. On s'habitue à tout. T'es rien, je suis à vous. Je fais un genre humain. 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 Je fais un genre. C'était Brigitte Fontaine, genre humain. On a pensé que Brigitte Fontaine était quand même représentait aussi à elle un peu cette forme de surréalisme. Voilà, donc là, ben, en fait, comme je disais tout à l'heure que c'était avant tout des femmes qui étaient écrivaines, qui étaient poètes. Voilà, je vais raconter je vais lire quelques citations, quelques écrits qu'elles ont fait, qu'on peut voir sur ce panneau donc mural dans le musée en rentrant là sur la gauche. Donc par exemple, Hélène Agar écrit cette attention soudaine m'a surprise. Un jour, on me considérait comme une artiste qui explorait des combinaisons très personnelles de forme et de contenu, et le lendemain, on m'informait calmement que j'étais surréaliste. Claude Cahun, dans l'ensemble de ma vie, je suis ce que j'ai toujours été. Mes plus anciens souvenirs d'enfance en témoignent, surréaliste essentiellement, autant qu'on le peut, sans se tuer ou tomber au pouvoir des aliénistes. Alors Claude Cahun, si certains l'ont croisée dans des vidéos, elle est reconnaissable parce qu'elle se rasait la tête. Elle avait vraiment joué sur ce genre très androgyne qui mêle un peu le doute, quoi. Leonora Carrington, je n'ai pas eu le temps d'être la muse de qui que ce soit, j'étais trop occupée à me rebeller contre ma famille et à apprendre à être une artiste. Alors elle a fui la société britannique. Et Itel Colcourne, Breton a dit quelque part, je cite de mémoire, que la femme soit libre et adorée. Mais je suis désolée de dire que la plupart des disciples du Breton n'en étaient pas moins machistes pour autant. Parmi eux, les femmes avaient tendance à être autorisées, mais non nécessaires. Elles servaient plutôt de support à leurs fantasmes. Quand ils racontent justement dans ce doc d'Arte, on voit, ça commence par une scène où ils sont tous là et il y a une femme qui tape à la machine et ils sont en train de raconter leurs rêves. Et effectivement, ils sont complètement partis en plein fantasme sur les femmes, quoi. Jane Graverol, être surréaliste est un état que l'on porte en soi ou non. Sans théorie, je possédais ce qui me fondait à eux. Lee Miller, je préférerais prendre une photo que d'en être une. Meret Oppenheim, la liberté n'est donnée à personne, il faut la prendre. Alors on a aussi Joyce Mansour, si je ne viens pas, je vous enverrai mon double. Diana Brinton Lee, on a Remedios Varro, ingrédients pour provoquer des rêves érotiques, 1 kg de réfort, 3 oies blanches, une tête d'ail, 4 kg de miel, un miroir, 2 foies de veau, une brique, 2 pinces à linge, un corset à baleine, 2 moustaches postiches et un chapeau à votre goût. On a Marion Adams, j'ai vu René Magritte pour la première fois à la tête, j'ai failli m'évanouir, j'avais si souvent eu la même pensée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jacqueline Lamba, l'art, la poésie, c'est la précipitation de la beauté dans l'émotion. Voilà, donc en fait, on peut pas, je vais pas lire tout ce que chacune a écrit, mais c'est vraiment, elles ont chacune marqué leur temps donc par l'écriture, quoi. Et dans les œuvres, il y a Claude Cahun aussi. Claude Cahun, elle m'a vraiment touchée par ce physique justement. Il y a plein de choses. Androgyne. Voilà, sensation de réveil en face d'un immense corps de femme drapé dans une robe collante en velours presque rouge ou tout à fait noir. Je songe que la grande femme de velours devant moi doit avoir un visage, ce dont une curiosité passionnée me pousse à m'assurer. Je me tourne tout d'une pièce et je vois entrer montant l'escalier la robe, mais de dos, et surmontée seulement d'un essaim d'abeilles. Ça, c'est complètement surréaliste. Hein.
Suzanne Césaire, des millions de manoirs à travers les ciels, rageurs de la guerre mondiale, vont dresser leur épouvante. Délivré d'un long engourdissement, le plus déshérité de tous les peuples se lève. Notre surréalisme lui livrera alors le pain de ses profondeurs. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Toi, il y avait une œuvre qui t'avait marqué, mais malheureusement, je l'ai pas photographiée, donc je serais incapable de dire de qui c'était. Non, mais c'est dans cette expo, je pense que c'était la seule qui soit remarquable, c'est-à-dire tout de suite, avec des couleurs vraiment très vives, des oranges, des rouges, des bleus, des jaunes, des verts, plein la rétine. Voilà, c'est un format moyen, je dirais un 60 figures, quoi. Voilà. Donc, oui, quelque chose de vivant. Avec des formes, seulement des formes mi-animales, mi-abstraites, voilà. Mais bon, ça fait penser un petit peu au mouvement Cobra, d'ailleurs, ce genre d'œuvre. Voilà, c'est la seule qui m'a vraiment frappé. Tout le reste, c'était un petit peu, pour moi, dans une sorte de brouillard, quoi, voilà. À part ces petits sous-verts, ces petites boîtes, avec à l'intérieur ou des poupées ou des choses, des petites scènes, enfin bon. Un peu misérabiliste de mon point de vue, mais bon. Mais voilà, quoi. J'ai pas vraiment été. J'étais pas dans cette exposition. Ouais. Il y a Mimi Parent, là, je sais pas, tu te souviens, c'était une broderie sur fond blanc où c'était comme un dessin assez simple avec une femme et des oiseaux, non? Tu te souviens pas? Oui, voilà. Oui. Bon, bah là, c'est pareil, c'est vraiment les thèmes familiers des rêveries surréalistes, hein, l'oiseau et la femme. Et donc on voit cet oiseau justement qui est en train de lui faire pratiquement un cunilingus, quoi. Et c'est quand même c'est toujours ce côté de détourner les fantasmes masculins et de montrer que les femmes ont aussi leur sexualité, enfin, ou ces femmes qui vont critiquer la domination, justement comme celle qui a fait c'est un fouet avec 2 tresses, où elle fait le jeu de mots sur maîtresse, les nattes, quoi, et le fait d'être une maîtresse, quoi. Et il y a aussi Suzy, je crois que c'est Suzanne Van Damme qui a fait cette très belle toile où c'est vraiment, c'est anthropomorphe, où il y a cet oiseau et cette femme à côté. C'était une toile assez grande. En plus, je trouve que ces femmes peintres, elles peignent très bien. Enfin, celles qui... Oui, il y a une technique très sûre, oui, oui, bien sûr. Non, cette question-là, c'est pas n'importe quoi du point de vue de la technique, de la précision, les couleurs, les palettes de couleurs sont magnifiques. Voilà, non, c'est pas... Non, je te dis, pour moi, il manque presque l'improvisation, voilà. Tout ça, c'est très pensé, il n'y a rien qui dépasse, quoi, tu vois. C'est ça qui me... Moi, dans l'art en général, enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu stupide, mais dans les œuvres picturales ou sculpturales ou choses comme ça, j'aime les casse-gueules, j'aime les choses qui se déglinguent, etc. Tu vois, là, tout est presque millimétré, quoi, tu vois. C'est l'impression que j'ai eue, que les peintres surréalistes féminines, elles improvisaient pas vraiment, quoi. Tout était bien cadré, bien bordé. C'est ça qui me gêne un peu. Pour moi, l'art, ça doit être un peu plus libre que ça, quoi. Ouais, mais ça, c'est le surréalisme en général qui te pose problème, quoi. Et il y a Maya Deren, je ne sais pas si tu avais regardé, il y avait un extrait de film dans un petit recoin. Oui, non, mais voilà. le petit local était tellement petit que j'ai même pas osé m'y là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc là, on est vraiment sur l'inconscient et le rêve. Donc, c'est cette femme qui est on la voit en train de grimper des falaises, et en fait, après, elle va arriver sur la table d'un grand festin. Donc, on voit effectivement, elle joue sur ce rôle où on voit l'extérieur, l'intérieur, le festin. Et en fait, dans leurs commentaires, les commissaires d'exposition disent que cette scène, elle fait penser, dans un contexte un peu différent, mais au festin qui est organisé 15 ans plus tard par Meret Oppenheim sur un vernissage d'une exposition à la galerie Daniel Cordier. Et effectivement, quand on voit en plus où ont été exposés les surréalistes, et donc ces femmes, c'est dans des grands lieux d'exposition, quoi.
Ça, c'est important vraiment de noter qu'elles ont été exposées, qu'elles ont été dans les catalogues et qu'elles ont été abandonnées. Enfin, je trouve que ça, c'est vraiment ce qui... Oui, enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est spécifique aux femmes, parce qu'il y a tellement d'artistes masculins aussi qui ont été complètement... qui ont eu... Regarde, si on parle de Vermeer, par exemple, qui a été découvert 3 siècles plus tard, du Caravage, etc. Tu as d'immenses artistes dans l'histoire de l'art qui ont été complètement oubliés pendant des siècles, quoi. Voilà, c'est pas, oui. Non, mais pas là, particulier aux femmes. Non, mais là, au sein du mouvement surréaliste, c'est-à-dire que les hommes qui ont participé, qui étaient présents à ce moment-là dans les expositions et galeries, sont restés dans les mémoires et leurs œuvres ont été entretenues, enfin, leur mémoire a été entretenue, leur nom a continué de circuler. Depuis qu'on fait les galeries, qu'on fait les musées, les expositions, on a vu combien d'expos surréalistes? Aucune, c'est la première. Alors bon, tu vois, il y a quand même... le traitement, je veux dire, est plus en faveur des femmes ce coup-ci qu'en faveur des mecs. Bon, bah tant mieux alors. Quand on est différent, pas tout à fait pareil que les autres gens, le monde peut être cruel. Tes parents diront que t'es particulier, mais aux yeux des autres, t'es juste un gros handicapé qui bave et se vautre. La société n'est pas adaptée à ceux qui ne voient pas, ceux qui ne peuvent pas marcher, pas se servir de leurs bras. Mais depuis un certain temps, il existe un handicap, pas du tout excluant, dont tout le monde se tape. C'est une déformation pourtant sévère, une infirmité assez louche qui consiste à avoir l'anus à la place des lèvres et faire caca par la bouche. De là, normalement des mots, on voit jaillir subitement de la merde par flot, mais c'est pas grave, apparemment. Être handicapé, y a pas à dire, c'est la loose. Sauf quand ça te permet de bosser sur ces news. La science ne s'est pas encore penchée sur cette malformation qui voit s'inverser l'œsophage et le côlon. C'est pourtant pas bénin de déféquer au lieu de parler, mais c'est pas un pépin dans des tas de métiers. On peut accéder au Graal suprême et travailler pour la télé, et ça ne pose aucun problème pour des postes très respectés. C'est même une condition nécessaire pour être crédible politiquement. Moi je trouve ça super de ne pas exclure les gens différents. Pour une société qu'on dit d'un autre âge, c'est plutôt avant-gardiste de voir des trous du cul au milieu des visages de ces ministres. Mais il faut être très vigilant, car dans bien des cas, on décèle cet art chez les autres gens, rarement chez soi. Être handicapé, y a pas à dire, ça pue du cul. Sauf quand ça te permet d'être élu. Bon, une chanson de Guy Drey, alors elle c'est pareil dans le genre quand même un peu déjanté, elle est pas mal. Faire caca par la bouche. C'est une métaphore. Ouais, voilà. Donc les expos, donc nous avons cette exposition de surréalisme au féminin, point d'interrogation, au musée de Montmartre jusqu'au 11 septembre. Nicolas Ekman à Gravelines jusqu'au 12 novembre, là il faut absolument y aller, c'est quand même et le lieu et l'expo, c'est vraiment à ne pas manquer. Edgar Degas en noir et blanc à la BNF jusqu'au 3 septembre, il faut se dépêcher. Suzanne Valadon à Pompidou-Metz jusqu'au 11 septembre, c'est pareil, il faut y aller. C'est facile, 1h30 de train, on arrive à Metz, on est à 2 minutes du centre Pompidou. Il faut faire un tour par le musée de la Cour d'Or dans le centre de Metz avec des œuvres remarquables. Avec les musées. Voilà, c'est super. Ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe, à la Fondation Custodia, Jacobus Vrel jusqu'au 17 septembre, c'est pareil. C'est un peintre énigmatique et ses œuvres sont très belles. C'est un précurseur de Vermeer, c'est vraiment à découvrir. Et si on aime le mystère, on va être ravis. Au musée Marmottan, Graver la lumière jusqu'au 17 septembre. Elliott Erwind au musée Mayol jusqu'au 24 septembre.
Alors, le culturel de la semaine. Donc, pas de film. Moi, j'ai lu une BD en 3 volumes qui s'appelle La mémoire dans les poches. C'est absolument touchant, émouvant. Autant dire que j'ai terminé avec des sanglots. C'est l'histoire d'une famille, ils sont 3, le papa Sidoine, la maman Rosalie, leur fils Laurent. Et ils forment une petite cellule un peu ordinaire et forte, et on s'imagine que cette famille est indestructible jusqu'au jour où finalement ça va exploser et on va comprendre pourquoi, on va retourner dans la vie de chacun. Et la mémoire dans les poches, c'est ce papa Sidoine qui en fait a toujours des petits papiers dans sa poche avec ce qu'il ne doit pas oublier, et on va redécouvrir son histoire à lui, et c'est vraiment touchant, quoi. Donc qui il était, quelle est cette famille, moi j'aime bien le dessin, mais tel que l'histoire est amenée, c'est vraiment magnifique. Donc je peux en dire plus. C'est une BD française? C'est une BD française, oui, tout à fait. C'est je sais plus qui a écrit cette BD, mais c'est vraiment une BD française, quoi. Et donc voilà, il faut 3 tomes pour arriver à reconstituer toute cette histoire de cette famille. Les salutations aux copains. Et tout de suite, comme vous l'a signifié ma camarade, les salutations aux Amish. Ça sera vraiment ma seule participation comme un peu vocale à cette émission. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. On a eu des nouvelles, on est contents, leurs chats vont bien. Et Brest, ils sont trop mignons. Oui, et Brest, c'est quasiment la Côte d'Azur. Jean-Paul Souvrade, notre peintre préféré, de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un grand peintre et un grand humain. Claudine, une pote à ma camarade Pékékou, qui nous a refilé un bouquin. Sur quoi le bouquin déjà? Sur l'imagerie médiévale, voilà, des plafonds peints du XIIe siècle, du XIIIe siècle, qu'on a pu voir au musée de la Cour d'Or à Metz. Voilà. Corinne, Frédéric et Popeye, 3 artistes qui vont bientôt exposer, je crois, au mois d'octobre, à Reuilly, là, dans une petite galerie. On vous donnera la date exacte quand on l'aura. Juliette Planck, une graveuse de génie en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui aussi ouvre son atelier à des gens qui veulent apprendre la gravure. Et là, vous avez un maître, ou une maîtresse, si vous voulez, qui peut vous l'enseigner. Clément, le Van Gogh de la taille d'épargne, qui grave sur tout ce qui bouge, un génie aussi de la gravure. Agnès Dubart, un autre génie de la gravure, qui est en relégation en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un génie de la gravure aussi, qui est belge, il est à Bruxelles. Alice Amoroso, alors on parle même pas, là, la plus jeune graveuse du monde, voilà, qui gagne des prix, etc. Elle fera parler d'elle encore longtemps, je pense. Raoul Villoula, un camarade à Alice, voilà, aussi lui qui aussi collectionne les prix, les machins, les choses et tout ça dans la gravure. Marie-Christine Béguet, une graveuse en relégation dans la Cévennes. Salut Marie. Colette et Jacqueline, 2 veuves de peintres magnifiques, Raymond Imbert et Odon. Liliane et Laurence, alors il n'y a plus que Laurence, Liliane est partie, voilà, ces 2 écrivaines de polar qui signent Claude Isner. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe, des militants chez militants Chevalette. Cécile, te la sens ma 5e puissance, sur ma Cécile, on la sent un thème, les Russes flamboyantes, qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio Omni, une pour les enfants, une pour les parents, et comme c'était une enseignante, les enfants sont gâtés ainsi que leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Boron-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre, enfin une partie de son œuvre de cette époque, chez Florence Quenu, la librairie L'Empreinte.
Abre-Marlotte et Dominique Polladardon, une galériste chérie, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, ainsi que celui de sa maman, Thérèse Franco, des galeristes qui ont fait bouger un petit peu le monde de l'art parisien. Marie-Pierre, une collectionneuse qui va bientôt être en relégation du côté de Clermont-Ferrand, il faut le faire quand même. Voilà, enfin bon. Marie Dangeau, qui est cette Marie Dangeau? Marie Deugnot, pardon. Oh non, je suis un peu fatigué. Marie Deugnot, une galériste remarquable, son lieu d'exposition s'appelle la galerie Kaléidoscope, qui a déménagé rive gauche après avoir squatté la rive droite. Pauvre rive droite, hein, pas de peau. Hein. Antoine Manoury des Champignons, un trio de musicos qui déménage. Anna Sinoraska, une peintre polonaise, une géante, dont on adore le travail. Et mon pote Jacques Duchemin. Loulet, un peintre toulonnais, et tous ceux qui n'y sont pas du monde minus, du monde. Ah, et on signe avec Manu de Gravelines, et Lionel et Sophia de Matisse reconnaîtront, ce sont des gens qui s'occupent de un du musée de Gravelines, et les deux autres du musée de Metz. Pas du musée Pompidou de Metz, hein, non. Le vrai musée de Metz, qui est dans la ville de Metz, pour l'extérieur. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracal.fr et on signe avec Mélismel. Faut vivre. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on
faut vivre.